sur un sujet qui est d'actualité, hein, pour tous ceux qui ont vu ce matin ou qui n'ont pas entendu une petite chaîne de télévision qui s'est fait hacker largement. Donc ça peut arriver à tout le monde, même aux plus gros et même aux plus petits. Donc le but aujourd'hui réellement, c'est de vous exposer, on va dire en gros, les nouvelles menaces et vos droits et devoirs au niveau juridique et sécuritaire. Pour vous repositionner, le groupe SDI Euroca, on est présent donc sur Aix et sur Toulon. Sur Aix, on est plus connu sous le nom de Soluzeo. Voilà, le groupe a 23 ans, donc on est passé par toutes les étapes de l'informatique, les plus rapides aux plus lentes, et on est devenu opérateur en 2013 télécom fixe. Voilà. On a différentes typologies de services et de partenariats. Donc aujourd'hui, on a WatchGuard au niveau matériel et logiciel de sécurité. Donc vous voyez, au niveau matériel, on travaille avec 2-3 partenaires. Au niveau opérateur, avec les gros et bien évidemment avec notre solution télécom et donc ciblée au télécom. Au niveau logiciel, voilà, on fait beaucoup de couplage téléphonie informatique, donc on travaille avec les gros éditeurs du marché. Et enfin, on est très présent dans les réseaux d'entrepreneurs, que ce soit le GEPA pour le groupement des entreprises du Pays d'Aix, Medinsoft qui est l'association qui regroupe les acteurs et maintenant la French Tech, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui ont mené la French Tech sur Aix-Marseille, et le club des dirigeants réseau et télécom qui nous permet d'échanger entre les équipementiers, les opérateurs et les intégrateurs. Voilà. Enfin, au niveau typologie de clients, on a un peu tout type de clients, de la TPE à l'ETI, en passant par la PME. Vous voyez, il y a quelques clients comme Excendius, voilà, des grosses boîtes comme des petites. Vous voyez un peu les différents points. Le but, c'est d'aller dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, on aura Valérie Parot qui va nous expliquer côté le juridique, et WatchGuard qui va nous expliquer un peu plus sur les nouvelles menaces. Xavier. On a fait très court sur la présentation de société pour ne pas vous faire le commercial à tout va. L'objectif, c'est de faire un peu de pédagogie autour de la sécurité, vous sensibiliser. Si vous êtes là, si vous êtes déjà sensible. Malheureusement, beaucoup de gens devraient être là, parce que c'est quand même, c'est un peu comme si là, ça n'arrive toujours qu'aux autres, c'est bien connu, et c'est pas du tout le cas, de moins en moins. J'espère que c'est ce que Pierre vous montrera aujourd'hui. En tout cas, en 25 ans de carrière, j'ai jamais pris le risque aussi autant au sérieux qu'au jour d'aujourd'hui. Et je fais de l'informatique depuis très longtemps, 40 ans maintenant. Donc voilà, j'ai vu pas mal d'étapes en tant qu'utilisateur, en tant que dirigeant d'entreprise. Même en interne, je veux dire, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des choses à faire dont tout n'est pas dit ce soir, tout n'est pas technique, il y a du comportement, il y a de l'éducation, de la pédagogie auprès des utilisateurs. Si vous avez des questions sur la société, on est plusieurs représentants, vous avez Laurent au fond et Sophie aussi qui seront là pour qu'on fera une pause, il y a un impératif dînatoire derrière, justement pour échanger aussi entre vous. Vous avez vu dans les partenaires le CDRT, c'est le club des dirigeants réseau et télécom. J'en suis administrateur parisien et l'animateur en région. Donc le but c'est aussi de travailler, il y a des confrères à nous dans la salle, il y a des CESI, il y a des gens avec qui. Le but c'est créer une symbiose et on a tous quelque chose à s'apporter. Éditeur de site web ou développeur de contenu. Voilà. Je pense que la sécurité passe par toutes les étapes. Voilà. Donc n'hésitez pas tout à l'heure si vous avez des questions à nous les poser, tout ce qui est dit, on va laisser la parole à Pierre, c'est toi qui commence. Non, c'est Valérie. Ouais. C'est Valérie. Allez. Donc, bonjour à tous ceux que je n'aurais pas encore salués. Je me présente extrêmement rapidement, vous allez comprendre pourquoi. Avant d'être avocat, j'ai passé 20 ans en entreprise. Donc tout ce que je vais vous raconter, moi je l'ai vécu avant tout de l'intérieur. Vous allez voir qu'il y a un certain nombre d'exemples sur ces risques juridiques pour l'entreprise que représentent les nouvelles technologies qui vont a priori aller en augmentant. Alors, on va le traiter en l'abordant par deux angles. Il y a des risques en effet d'origine interne et il y a des risques d'origine externe. Et vous allez voir qu'on ne doit pas réagir de la même façon au niveau juridique. Alors, les risques externes tout d'abord. Alors, un contexte que vous connaissez avec quelques rappels de chiffres. En 2013, la cybercriminalité représentait
déjà 28% des fraudes. Il faut savoir qu'en plus, ce ne sont que les fraudes déclarées, puisqu'il y a quand même beaucoup de sociétés qui n'osent pas avouer qu'elles ont subi des cyberattaques et qui donc ne rentrent pas dans ces statistiques. En 2012, 31% des attaques concernaient des entreprises de moins de 250 salariés. On pense toujours que ça touche plutôt des grosses entreprises parce que c'est ça qui va intéresser les hackers. En fait, c'est pas le cas, ou ça n'est plus le cas, puisque donc, vous voyez, au moins un tiers de ces attaques visent des entreprises, des PME ou des TPE. La BEFTI, c'est la brigade d'enquête sur les fraudes aux technologies de l'information. C'est une brigade qui est installée à Paris, qui est vraiment dédiée à toutes ces enquêtes sur des fraudes informatiques. Là, en l'occurrence, par exemple, sur le détournement des lignes téléphoniques, vous voyez qu'elle a connu 120 plaintes en 3 ans. Et évidemment, le nombre est en croissance exponentielle. Malgré tous ces chiffres, qui encore une fois, je pense, ne représentent qu'une partie émergée de l'iceberg, selon une source de PricewaterhouseCoopers qui a fait des enquêtes à ce sujet, le nombre moyen d'accidents de sécurité est en augmentation de 30% en 2014. Donc là aussi, vous voyez à quel point ça va augmenter et ça augmente vite. Alors que, dans le même temps, les entreprises réduisent leur budget sécurité informatique. Quelques exemples que vous connaissez, évidemment, outre celui qu'on a rapidement évoqué, qui était dans tous les journaux télévisés de ce matin. TF1, un vol de données sur ses 2 millions d'abonnés, avec les coordonnées bancaires qui ont notamment été volées. Sony, un vol de données personnelles des 50 000 employés de Sony dans le monde. On leur a volé un certain nombre d'éléments, mais aussi des fichiers personnels, des correspondances privées. Une banque aux États-Unis, dont les données personnelles de 350 000 clients ont été volées, et ainsi de suite. Vous voyez, Target, alors Target, ça c'est le summum, on va en reparler tout à l'heure, puisque là on a réussi à voler 40 millions de coordonnées clients avec les codes PIN des cartes bancaires associées. Donc vous imaginez le problème que ça a pu poser à tous les niveaux d'entreprise. Snapchat, que si vous avez des adolescents, vous connaissez forcément, avec des vols de données aussi très importants, eBay, Orange, etc., etc. Vous voyez qu'il y a beaucoup de sociétés américaines, ça vient d'un élément particulier à la législation américaine, c'est qu'aux États-Unis, à partir du moment où vous êtes une entreprise qui avait subi un vol de données informatiques, vous vous trouvez dans l'obligation d'avertir les clients concernés. Ça n'est pas encore le cas en France, on verra tout à l'heure. Cette évolution avec cette cybercriminalité qui est en hausse constante, qu'on la connaisse ou pas dans ses moindres détails, elle est, à mon avis, inévitable. Et si les gens ne se prémunissent pas correctement en termes techniques, je pense que de toute façon, l'évolution, tout ça va continuer à progresser. Vous avez évidemment la taille des systèmes d'information qui est de plus en plus importante. Une informatisation totale qui n'existait pas il y a encore simplement 10 ans. Un recours au cloud qui est là aussi de plus en plus préconisé et aimé par les clients, qui leur permet d'externaliser le risque finalement. Une mobilité grandissante à la fois des salariés et des clients qui oblige là encore à informatiser au maximum tous les outils dont on pouvait servir avant de façon qui n'était pas nomade mais sédentaire, et bien sûr une dématérialisation de la vie des entreprises. Alors tous ces risques qui se cumulent et qui font que finalement la cybercriminalité est en augmentation vont évidemment engendrer des coûts très importants pour les entreprises. On va prendre le cas particulier du détournement de lignes téléphoniques. Alors là, il y a différents types d'attaques. Vous pouvez avoir des attaques qui vont viser à détruire un certain nombre d'informations qui sont stockées par l'entreprise. Vous pouvez avoir des attaques qui vont simplement bloquer, qui vont avoir pour objet de bloquer tout le SI de la société visée. Vous pouvez avoir des écoutes de conversation qui sont plus ou moins confidentielles. Et évidemment la fraude financière. Alors la fraude financière, quelle forme elle va prendre? Ça va être par exemple des appels gratuits pour celui qui a détourné la ligne vers l'international, et en général c'est pas pour appeler dans la commune voisine.
Vous avez des appels en masse vers des numéros surtaxés qui sont évidemment à l'étranger, qui fait que vous, si vous êtes la cible de cette attaque, eh ben, vous allez vous retrouver avec une facture de votre opérateur téléphonique absolument monstrueuse pour avoir appelé des numéros surtaxés à l'étranger. Ça se fait beaucoup sur les pays de l'Est et tous les anciens pays du bloc soviétique. Et puis également de la revente de capacités de communication. Je peux vous donner des cas concrets si vous voulez. Parce qu'on parle souvent, oui, ça, comme je disais, ça arrive aux autres. Je vais parler juste de notre expérience, parce qu'en téléphonie, c'est une de nos activités fortes. Il leur faut, sur une installation, Laurent, tu te rappelles, on avait ouvert, et le client ne voulait pas de firewall, ne voulait pas de sécurité du tout sur son réseau. On a ouvert la box. Je crois qu'il s'est fait hacker sa téléphonie en moins de 10 minutes. On avait commencé à avoir des appels vers l'étranger. Ça vous donne une idée. Alors, on a tendance à croire que la téléphonie sur IP, c'est plus sensible qu'une téléphonie traditionnelle. C'est faux, parce que quand c'est sur IP, vous sensibilisez à la sécurité. Quand c'est un autocom traditionnel, on oublie que le port de management ou la boîte vocale a 4x0. Donc on appelle le standard téléphonique, on fait le 4x0 et on se sert du standard pour faire des renvois. Donc tout ça, vous les retrouvez souvent dans les rues, même dans la région, dans les call shops, ils se servent de ces ressources gratuites pour eux facturer un service derrière. Donc il y a un vrai business derrière. Nous-mêmes, on a mis un téléphone comme ça. Ils ont essayé de pirater, donc pirater le firmware d'un téléphone pour essayer de s'en servir pour enrôler, pour attaquer. Enfin, c'est vraiment du concret, ça arrive souvent. Là, il faut faire... voilà. Alors là, justement, une jurisprudence que vous voyez assez récente, elle date de début 2014. Une société cible, vous allez voir pour qui ça s'est plutôt bien terminé, se fait donc hacker. L'opérateur lui adresse une facture de plus de 21 000 € de communication vers le Timor oriental. Donc clairement, la société est assez vite consciente que ce ne sont pas ses communications à elle, mais bien un détournement de ligne. Elle va poursuivre, ne souhaitant pas évidemment payer cette facture colossale, elle va poursuivre l'installateur et la société de maintenance qui était en charge de ces lignes téléphoniques. Alors l'installateur va être exonéré de toute responsabilité, que ce soit d'ailleurs en première instance ou en appel. Que va dire le tribunal? En fait, il va dire que l'installateur a une simple obligation de bon acheminement des appels. Donc à partir de là, il a bien acheminé les appels, souhaités ou pas par l'entreprise, vers le Timor oriental, et donc il a rempli ses obligations. Donc aucune aide pour l'entreprise cible à chercher du côté de l'installateur. L'entreprise avait également poursuivi la société de maintenance, et là, effectivement, sa responsabilité va se trouver engagée pour la bonne et simple raison, ça rejoint ce que vient de dire Xavier. En fait, elle n'avait même pas conseillé à l'entreprise de changer ses mots de passe. Donc le mot de passe était resté le mot de passe initial, 000, et c'est effectivement par là que sont rentrés les hackers et qu'ils ont pu détourner les lignes et appeler pour 21 000 € de facturation le Timor oriental. Donc ça se termine relativement bien dans ce cas-là, même s'il y a eu des années de procédure et des avocats rémunérés, mais en tous les cas, la société de maintenance va se trouver condamnée à verser 20 000 € sur les 21 000 qui ont fait l'objet d'une surfacturation pour la cible. Dans la région, sur le GEPA, pour ceux qui connaissent bien dans le secteur, il y a quelqu'un qui a eu un détournement sur un PBX traditionnel de 19 000 €. Il y a quelqu'un que, si vous connaissez le GEPA, vous connaissez tous. Donc ça fait quand même assez mal de se faire détourner pour 19 000 €. Donc même les montants qu'on donne là, c'est dans notre voisinage. Hein. Ça ne concerne pas que les gros. Alors, outre cet exemple particulier, et en considérant encore une fois les cyberattaques dans leur globalité, pas seulement sur la partie détournement de lignes téléphoniques, et donc c'est coûts directs, il y a également beaucoup de coûts indirects qu'on n'anticipe pas forcément bien, et surtout qu'on a beaucoup de mal à chiffrer. Alors ces coûts indirects, ça va être des frais informatiques, évidemment, il va falloir trouver d'où vient le problème. Il va falloir remettre en état, il va falloir mesurer l'étendue de tous les dégâts qui ont pu être causés, et bien sûr, et surtout, il va falloir sécuriser pour le futur et pour éviter. Donc tout ça, ça engendre un certain nombre de frais informatiques. Après, il y a les frais de notification. On revient à ce que je vous disais il y a quelques minutes. Aux États-Unis, donc toute société qui s'aperçoit qu'il y a eu un vol de données personnelles de ses clients, de ses employés,
doit le notifier à toutes les personnes qui ont été concernées. Donc vous voyez, dans le cas de Target, il a fallu faire des communications personnelles à 40 millions de clients. En France, cette obligation de notification n'existe aujourd'hui que pour les opérateurs et les fournisseurs d'accès Internet. Mais la Commission européenne est en train de développer un projet et a priori, courant 2016, il sera adopté, donc ce sera un nouveau règlement qui va obliger la totalité des entreprises de la communauté européenne à notifier à tous les clients. Alors c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, vous avez vu tout à l'heure, qui on voit par exemple, c'est Orange, parce que Orange, encore une fois, est obligé de communiquer sur les cyberattaques dont elle est l'objet. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir des statistiques complètes, qu'on aura certainement une fois que ces obligations de notification seront devenues obligatoires pour tous. Pour finir sur les frais indirects, évidemment, les frais de communication de crise, vous imaginez bien, quand on s'appelle Orange et qu'on se fait voler les données personnelles de plus d'1 million de clients, bon, bah derrière, il faut quand même ramer pendant un moment. Et donc tout ça, évidemment, ça induit des frais qui sont plus ou moins importants en fonction du nombre de clients. Alors évidemment, la question qu'on va se poser après tout ça, c'est comment on fait pour poursuivre les responsables. Alors la première chose à faire, évidemment, c'est d'aller déposer plainte contre X, parce qu'a priori, vous n'avez pas, dans les médias, vous n'allez pas pouvoir identifier immédiatement d'où est venue l'attaque. Donc ça, c'est la première étape, elle est absolument indispensable. Sans une plainte contre X, vous ne pourrez pas engager de poursuite pénale. Le code pénal et un certain nombre de lois ont quand même donné des nouveaux moyens, si vous voulez. En même temps que ces nouvelles technologies se développaient, c'est vrai que la loi, elle a quand même réagi. On dit toujours que c'est un peu long, c'est un peu long, mais c'est vrai que ça réagit et de plus en plus, on a des dispositifs qui se complètent. Alors là, vous voyez, depuis 88 déjà, il y avait un chapitre entier dans le code pénal qui était consacré à toutes ces fraudes informatiques et il est complété au fur et à mesure que les technologies évoluent. Une loi de mars 2012 a introduit donc par exemple une nouvelle infraction qui est d'accéder, de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données. Et ça, vous allez voir, à chaque fois, on a des peines d'emprisonnement et des amendes qui sont plus ou moins importantes. Toujours cette loi de mars 2014, entraver ou fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données. Et là, on monte à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Complété en 2014, donc vous voyez, c'est vrai que la législation, elle essaie de suivre, introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé. Là aussi, 5 ans et 75 000 € d'amende. Il y a également pas mal de peines complémentaires. Alors, on n'y pense pas toujours parce que tout le monde est figé, fixé sur ces problèmes d'emprisonnement et d'amende, mais il y a des pénalités qui sont extrêmement importantes, comme par exemple l'exclusion des marchés publics pour les entreprises qui se seraient rendues coupables de cyberattaques, par exemple, contre des concurrents, pour aller récupérer des éléments techniques, des brevets qui seraient en cours de dépôt, etc. etc. Ça peut aller jusqu'à la fermeture de l'établissement qui s'est rendu coupable, donc voire de la société si elle n'a pas 15 établissements. Évidemment, la confiscation du matériel qui a servi à réaliser ces cyberattaques. Bonsoir. Et la publication de la décision qui, là encore, en termes d'image, n'est pas toujours très facile à assumer. Il faut savoir aussi que toutes les amendes qu'on a listées tout à l'heure, vous vous rappelez des montants, elles sont multipliées par 5 dès lors que la personne qui s'est rendue coupable de ces attaques est une personne morale, donc une société. Parce que dans le code pénal, toutes les amendes mentionnées, c'est les amendes supportées par des personnes physiques. Si c'est des personnes morales, vous pouvez tout multiplier par 5. Alors, il y a aussi d'autres types de condamnations qui sont possibles. On a par exemple une jurisprudence, c'était le cas d'un ex-salarié qui va partir avec des fichiers clients et des fichiers fournisseurs, qui va les croiser et qui va s'en servir pour monter sa structure et démarcher les mêmes clients que son ancien employeur. En plus, il part dans le cadre d'une rupture conventionnelle et il part parce qu'il n'arrive pas à obtenir des primes. Donc, vous voyez le contexte général qui n'est pas très
reluisant pour ce salarié. Il crée donc sa société, commence à démarcher les mêmes clients, les mêmes fournisseurs, et évidemment se fait rattraper, parce que là, il va être condamné pour abus de confiance. Parce qu'il aura eu accès à des éléments confidentiels de l'entreprise, il part avec, il les charge sur une clé USB, il part avec, et il s'en sert ensuite pour développer sa propre activité. Donc là, il y a eu une condamnation pénale pour abus de confiance. Malgré tout, malgré cet exemple-là, ou celui qu'on a vu tout à l'heure sur le détournement de ligne, les tribunaux sont encore extrêmement frileux pour reconnaître ces vols de données. En général, pendant très longtemps, et ça reste encore un peu vrai, ils ne voulaient pas reconnaître le vol d'information s'il n'y avait pas eu un vol de support avec donc un ordinateur, une clé USB, etc. Donc typiquement, vous voyez, l'abus de confiance, c'était bien, ça s'inscrivait bien dans ce thème-là, puisqu'elle était partie avec les fichiers sur une clé USB. Donc ça a mis longtemps à se débloquer un petit peu. C'est moins vrai aujourd'hui, mais ça a longtemps pénalisé, parce que s'il n'y avait pas de vol d'un élément matériel, en fait, les tribunaux considéraient qu'il n'y avait pas forcément eu vol, parce que pour eux, le vol, c'était vraiment la soustraction d'un élément matériel précis. Ensuite, on évoquait tout à l'heure des montants par exemple très importants sur les détournements de ligne, mais si vous faites détourner votre ligne et qu'il y en a pour 500 €, vous allez aller porter plainte et puis ça va être classé sans suite parce qu'on va estimer que les montants ne sont pas assez conséquents pour lancer des procédures de recherche et d'enquête. Donc il y a aussi pas mal de plaintes qui finalement sont classées sans suite à cause de ces montants qui peuvent être jugés parfois trop peu importants par les enquêteurs qui ont d'autres priorités au moment où vous leur demandez d'aller enquêter ou de vous aider à trouver les hackers. Évidemment, la plupart du temps, les hackers sont à l'étranger, où on a du mal à les remonter jusqu'à la source. Donc de temps en temps, on arrive à les identifier. Alors ça, c'est typiquement des exemples que j'ai vécus. J'ai été déposé plainte à la BEFTI, et on s'est retrouvé à chercher un hacker qu'on a trouvé, qui était en Ukraine. Voilà, globalement le dossier s'est arrêté là. Il se faisait appeler Kaiser Soze, donc il paraît qu'il est très connu dans le monde du hacking. Et il était assez doué pour craquer les codes de sécurité des logiciels qui étaient mis en vente. À peine mis en vente, en fait, les logiciels étaient craqués et il les envoyait gratuitement à tout le monde. Voilà. Bon, on a bien monté, la BEFTI a fait son travail de façon impeccable, il n'y avait rien à dire. Ils ont remonté tout le fil, parce qu'il y a évidemment en plus, je vous épargne les multiples renvois de pays à pays. Ils l'ont identifié, donc encore une fois, quelqu'un de relativement réputé dans ce milieu, mais voilà, domicilié en Ukraine, donc après, on a beau essayer de poursuivre les procédures, c'est complètement impossible. C'est une des attaques les plus indolores. Vous avez tous dans votre entourage quelqu'un qui a piraté un pack office, qui a piraté quelque chose, qui a un hack pour la sécurité. Il faut savoir que ces gens-là, ils mettent ça gratuitement. À une époque, c'était vraiment le délire de hacker. Il me semble avoir fait un peu ce genre de choses quand j'étais jeune. C'est arrivé, c'était passionnel. Aujourd'hui, s'en servent pour rentrer dans votre ordinateur. C'est un moyen de faire venir un cheval de Troie sans vous en rendre compte. Très silencieux, donc très dangereux. Et pas permanent. Donc c'est au-delà du piratage, du manque qu'on fait subir l'éditeur, il y a de plus en plus de risques d'infection par ce biais-là, et silencieuse. C'est votre antivirus ne le verra pas parce que c'est quelque chose vraiment qui ne va pas faire de bruit. C'est pas son but à ce logiciel-là. Sensibiliser les collaborateurs à tous les risques. Leur expliquer qu'on n'ouvre pas n'importe quelle pièce jointe quand on reçoit un email, parce que ça peut permettre l'entrée d'un certain nombre de problèmes. Il faut également ne pas hésiter à auditer régulièrement. C'est pas parce qu'à un moment on est tout à fait cohérent, etc. Les technologies évoluent, les hackers évoluent, et donc il faut sans arrêt se remettre en question et réitérer les audits informatiques. Alors bien sûr, certains vont penser à s'assurer. C'est vrai que les assureurs commencent à offrir des assurances contre ce type de dommages, qui sont encore une fois, comme vous l'avez compris, en termes financiers, qui peuvent être assez lourds. Le problème, c'est que, alors déjà, en général, ça commence par un audit de sécurité, donc c'est bien si vous-même vous l'avez fait avant, parce que là, vous risquez d'avoir des problèmes avec un assureur qui ne va pas vouloir vous couvrir s'il va estimer que les risques sont trop grands. Et puis de toute façon, il y a énormément de choses qui vont être exclues. Là aussi, c'est le jeu des assureurs, c'est normal.
ils vont exclure énormément de domaines. Donc ça n'est pas une ça peut être une solution complémentaire, je dirais, mais ça n'est pas une solution idéale et globale. Et puis le juridique, mettre en place des délégations. Je reviens sur mes problèmes de dirigeants. Qu'est-ce qui va être de la responsabilité d'un DG ou d'un président? Qu'est-ce qui va être de la responsabilité d'un DSI? Qui n'a pas fait son travail? Ça, c'est sûr que si vous avez mis en place des délégations de pouvoir, des délégations de signature, le tribunal va y être sensible et va regarder qui avait vraiment cette responsabilité dans l'entreprise. Donc ça aussi, c'est très important. On n'y pense pas toujours, mais ça peut éviter un certain nombre de difficultés à certains échelons de l'entreprise. Alors, on passe maintenant aux risques internes, et vous allez le voir, la meilleure façon, je vais dire, de limiter ce risque interne, c'est de parler de charge informatique et de voir dans quelles conditions elle va être mise en œuvre. Donc bien sûr, on ne revient pas dessus, les nouvelles technologies, c'est des outils formidables, une source de productivité phénoménale, hein, il n'y a pas besoin de revenir 25 ans en arrière, une source d'efficacité et d'innovation. Maintenant, c'est aussi une source de problèmes potentiels, avec beaucoup de temps perdu. Hein, les salariés qui passent leur temps sur des sites internet qui n'ont rien à voir avec l'objet professionnel, évidemment, au lieu de travailler, ils font autre chose. Donc, c'est potentiellement, à l'échelle de grandes entreprises, des milliers d'heures de perdu. Et évidemment, la possibilité accrue de se livrer à des activités illégales. Alors là aussi, il y a une affaire qui a eu un certain retentissement à l'époque. Ça fait presque 10 ans maintenant, mais malgré tout. Donc un salarié de la société Lucent avait, sur son temps de travail, avec les outils de l'entreprise Lucent, et donc avec ses compétences, en plus il travaillait évidemment au service informatique, avait monté un site qu'il avait appelé non pas Escota, mais Escroca. Donc vous comprenez bien que c'était, comment dire, c'était plutôt du dénigrement. Le tribunal a même qualifié ça de haineux, donc c'est pour vous dire la virulence des propos qui étaient reproduits sur ce site. La société Escota a évidemment poursuivi le salarié en question, mais également son employeur, qui lui avait finalement fourni le temps, le matériel, les connaissances nécessaires pour monter un site de ce type. Et la société Lucent a bien été condamnée. Donc vous voyez jusqu'où ça peut aller. C'est-à-dire que là, pas trop de surveillance des salariés, une très grande latitude leur était laissée. Il était même dit dans la charte informatique qu'ils avaient le droit d'utiliser les moyens informatiques de l'entreprise à d'autres, enfin pas uniquement dans le cadre professionnel. Et donc sur cette base-là, la société Lucent a été condamnée. Donc clairement aujourd'hui, on ne peut pas laisser tout faire. Il faut absolument trouver des parades. Et ces parades pour les employeurs, c'est clairement la charte informatique, c'est-à-dire comment moi, salarié, j'ai le droit d'utiliser les outils informatiques qu'on va mettre à ma disposition, que l'on parle d'ailleurs, encore une fois, du matériel, mais aussi de la messagerie, d'Internet, etc. Parce que donc, évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire via l'informatique et qui vont être passibles de sanctions civiles ou pénales. On pense tous, avec en plus tout ce qu'il y a eu autour de la loi Adopi, on pense tous au téléchargement illégaux, évidemment. Mais vous l'avez vu avec l'affaire Escota, il n'y a pas que ça. Il y a le dénigrement, la diffamation, l'intrusion dans un système de données qui n'a pas à se produire. Au sein d'une société, quelqu'un avait écrit un certain nombre de courriers qui dénigraient une étude de notaire auprès des tiers. Il avait intitulé ces fichiers « Essais divers ». Donc, quelque chose d'assez neutre, mais qui surtout ne contenait pas les termes magiques de personnel, privé, on en reparlera tout à l'heure. Il a été licencié pour faute grave, une fois que son employeur s'est aperçu qu'il avait commis ces actes de dénigrement à l'encontre d'une étude de notaire. Et comment ça s'était passé en fait? Comme le caractère professionnel était présumé
sur tous les dossiers qu'il avait enregistrés, créés, etc. sur son ordinateur fourni par l'entreprise, eh bien, le licenciement pour faute grave a bien été validé parce qu'il n'avait pas pris la précaution d'indiquer personnel, privé, et donc il a été condamné, enfin non, il n'a pas été condamné, il a été licencié pour faute grave parce qu'il avait commis cet acte de dénigrement à partir des outils informatiques qui lui avaient été fournis par l'entreprise et que l'employeur avait trouvé de façon tout à fait légitime, puisque, encore une fois, rien ne laissait prédisposer que ça avait un caractère personnel. Donc, comme vous le voyez, tous ces comportements peuvent se dérouler à partir des postes de travail mis à la disposition des salariés. Donc, qu'en est-il de la responsabilité de l'employeur? Parce que l'employeur peut licencier son salarié s'il estime que les faits reprochés peuvent justifier un licenciement, mais est-ce que l'employeur peut également être responsable? Donc, vous avez déjà vu une partie de la réponse avec l'affaire Lucien Tescota, parce qu'effectivement, l'employeur, ça c'est un principe qui date, on ne compte même plus les années, qui est présent dans le Code civil, qui prévoit bien que l'employeur est responsable du dommage que l'on cause par son propre fait, mais aussi causé par le fait des personnes dont on doit répondre. Donc c'est ce qu'on appelle la responsabilité du commettant, en langage très juridique. Cette responsabilité-là, c'est l'employeur qui la détient et qui doit l'assumer. Donc s'il ne s'est pas aperçu qu'il y avait des choses illégales qui étaient faites à partir des postes de travail qu'il met à la disposition de ses salariés, sa responsabilité va pouvoir être recherchée. Là aussi, c'est une législation qui évolue toujours en fonction des nouveautés. On a beaucoup parlé de la loi Hadopi. Alors, on en a parlé beaucoup à titre personnel, c'est-à-dire que vous êtes chez vous, sur votre ordi familial, et vous téléchargez de façon illégale de la musique ou des films. Ça, tout le monde a bien compris comment ça fonctionnait. Mais en fait, quand on a beaucoup parlé de cette loi, on a vraiment omis une partie qui était assez essentielle, qui était la notion de négligence caractérisée qui pèse sur l'employeur. C'est-à-dire que l'employeur, à partir du moment où il ne va pas, entre guillemets, faire la police chez lui, il va être lui aussi responsable. Donc c'est cette nouvelle disposition légale qui fait que vous êtes responsable en tant qu'employeur de tout ce que vont commettre comme acte illicite vos employés à partir des moyens que vous leur fournissez d'accès à Internet. Donc évidemment, ça couvre aussi les téléchargements. Alors, une fois qu'on a fait toutes ces constatations, le droit du travail, il est assez clair. L'employeur a quand même un certain nombre de prérogatives. Il a le droit, il a même le devoir de surveiller et de contrôler les salariés sur le lieu de travail pendant leur temps de travail. Ça, c'est un principe du Code du travail qui existe là aussi depuis très longtemps. Ça découle de quoi? À la fois du contrat de travail et aussi du lien de subordination qui est automatique dès lors que vous avez signé un contrat de travail. D'accord? Donc, le premier principe, c'est ça. L'employeur a des droits en termes de surveillance et de contrôle. C'est grâce à ces droits, finalement, qu'il va pouvoir fixer un certain nombre de limites à l'utilisation des outils qu'il va fournir. D'accord? C'est vraiment grâce à ce principe général. Le problème, c'est que les salariés, ils ont aussi des droits, même pendant leur temps de travail. Et notamment, le droit au respect de leur vie privée. Et ça aussi, c'est un principe qui a toujours existé, qu'on retrouve dans le Code civil, article 9. Donc vous voyez, c'est vraiment la base, parce que plus les articles sont au début et plus on estime que c'était fondateur. Donc, chacun a droit au respect de sa vie privée. Et dans ce respect de la vie privée, dans nos sociétés actuelles modernes, c'est quoi essentiellement? C'est la correspondance privée. Et donc, en termes informatiques, c'est la messagerie électronique. Donc vous voyez le déroulé, c'est-à-dire qu'on part d'un principe très général et finalement, on va arriver petit à petit à cibler un certain nombre d'actions ou de problèmes qui peuvent se passer dans les entreprises. Comme il faut
jumeler ces deux obligations qui sont quand même sur le fond assez contradictoires, c'est-à-dire que d'un côté l'employeur a le droit de contrôler, de surveiller, et de l'autre côté le salarié il a le droit à une vie privée, hein, donc vous voyez que forcément il y a un moment où on entre en conflit. Il a fallu régler ça au niveau juridique. Donc qu'est-ce qu'on a inventé? Une présomption d'utilisation professionnelle de tous les moyens qui sont mis à la disposition des salariés par l'employeur. Donc vous utilisez votre ordinateur portable, vous connectez un site internet, vous créez un fichier, vous le faites sur l'ordinateur de l'entreprise pendant vos heures de travail sur votre lieu de travail, c'est présumé être professionnel. D'où mon courrier tout à l'heure, essai divers, qui est donc présumé être professionnel et absolument pas privé. Il en découle que l'employeur a donc le droit de les consulter n'importe quand, même hors la présence du salarié concerné. Vous pouvez en tant qu'employeur dire j'aimerais voir ce qu'il a fait hier, vous allez sur son poste et vous pouvez regarder. Ça c'est totalement autorisé. Par contre, et c'est là qu'on revient sur ces notions de personnel ou privé, à partir du moment où un message électronique, un fichier créé, aura été identifié comme personnel, privé ou tout mot qui sous-entend qu'effectivement ça n'a rien de professionnel, à ce moment-là, la présomption est renversée. C'est-à-dire que là, l'employeur n'a plus le droit de le consulter. D'accord? Donc on passe du tout au rien. Alors, je vous ai cité là par exemple une jurisprudence. Alors, énormément de jurisprudence sur tout ce qui est consultation de sites pornographiques, bien entendu, hein, parce que ça doit détendre les juges, je ne sais pas, mais en tous les cas, il y en a énormément. Donc là, typiquement, c'en est une. Donc un salarié accède à des sites pornographiques, il est licencié pour faute grave. Comme les connexions sur les sites internet sont présumées avoir un caractère professionnel, son employeur peut aller constater sur quel site il s'est rendu. Jusque-là, on déroule le fil que je viens de vous expliquer. Et en fait, le salarié a dit « Ah mais non, c'était dans ma liste de favoris, donc c'était privé ou personnel. » Et là, le juge n'a pas suivi, il a dit « Mais rien à voir. C'est pas parce que c'est dans les favoris que ça va être qualifié de personnel ou de privé. » Vous voyez? Donc il a essayé de se défendre comme ça, bon, quelque chose probablement, mais enfin en tous les cas, ça n'a absolument pas été retenu par le juge qui a bien retenu que l'employeur avait le droit d'aller vérifier sur quel site il se rendait et du coup, qu'il soit dans les favoris ou pas, ça ne change rien de l'histoire. Le licenciement pour faute grave a bien été validé par le tribunal. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour faire coexister les principes qui, comme vous l'avez compris, sont quand même assez contradictoires à la base? Le meilleur moyen, c'est d'adopter la charte informatique, une charte informatique. À quoi elle va servir? À encadrer l'utilisation des moyens de communication, le matériel informatique, dans quelles conditions il peut être utilisé. Alors ça va du PDA, encore une fois, à l'ordinateur, à la clé USB. Il ne faut pas l'oublier, la clé USB, parce qu'elle est aussi souvent problématique. Outre ces règles qu'elle va énoncer, elle va aussi permettre d'informer les salariés sur les contrôles qui peuvent être faits. Donc on va revenir sur une autre jurisprudence. Elle va rappeler aux salariés que s'ils ne respectent pas les dispositions de cette charte, ils peuvent être sanctionnés et ça va engager leur responsabilité. Parce que dès lors qu'ils vont commettre des actes illicites du téléchargement, par exemple, illégal, là c'est plus l'employeur qui va être mis en cause, mais c'est bien le salarié en direct. Mais ça, c'est encore une fois vrai si cette charte existe. Sinon, c'est l'employeur qui pourrait être poursuivi. Donc d'où l'importance d'établir ces chartes. Et elle va bien sûr régler le problème de la preuve. Parce qu'alors, si vous n'avez pas de charte informatique qui prévoit toutes ces règles, vous allez consulter des emails, par exemple, d'un de vos salariés, parce que vous avez un doute sur je ne sais quel sujet. Si vous voulez utiliser cette preuve dans le cadre d'une procédure de licenciement, par exemple, de sanction, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au licenciement, mais en tous les cas dans le cadre de sanction, s'il n'y a pas la charte, il y a beaucoup de mal à l'utiliser. Et on va voir qu'il faudra une seconde condition, en plus de la charte, pour pouvoir utiliser ces preuves et récupérer de façon informatique. Donc les objectifs, comme vous l'avez compris, c'est de
de fixer un cadre clair et transparent, hein, il faut que tout le monde soit au même niveau d'information. C'est de sensibiliser les salariés, parce que là aussi il faut qu'ils comprennent que c'est pas parce qu'ils utilisent l'ordi de la société qu'ils ne risquent rien, hein, c'est typiquement les téléchargements. Ça va permettre à l'entreprise d'apporter la preuve qu'elle a mis en place des actions, et donc là encore ça va protéger l'entreprise et le dirigeant. Et ça va évidemment rappeler qu'il y a une possibilité de sanction si les termes de la charte et donc d'utilisation des outils informatiques ne sont pas respectés. Alors, et après, il y a un gros débat sur est-ce que c'est une note de service, est-ce que ça doit être dans le règlement intérieur, est-ce que c'est une annexe au règlement intérieur. C'est sûr que la note de service, c'est pratique. Il n'y a pas de contrainte, vous en établissez une, puis 2 mois après, vous changez une règle, vous en établissez une autre. Le vrai problème, c'est que la note de service, elle ne va pas permettre d'intégrer un volet disciplinaire. Donc si vous voulez utiliser potentiellement des abus de salariés qui n'auraient pas respecté la charte, il faut qu'elle ait une valeur de règlement intérieur, donc qu'elle soit intégrée dedans directement ou qu'elle soit annexée, ce qui permet de la modifier quand même aussi plus facilement. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez qu'il y ait un volet disciplinaire, il faudra absolument qu'elle ait une valeur de règlement intérieur. Donc, un rappel très rapide de ce qui doit être fait pour que cette charte, et comme un règlement intérieur, soit considérée comme telle. Il faut être soumis à l'avis du comité d'entreprise. S'il n'y en a pas, ce sont les délégués du personnel. Ça doit être communiqué aux salariés, par exemple par affichage. Ça doit être déposé au greffe du Conseil des prud'hommes et ça doit être communiqué à l'inspecteur du travail. Donc vous voyez que la procédure, elle est quand même très lourde. Mais encore une fois, gardez en tête que c'est normal qu'elle soit lourde parce que derrière, il y a des sanctions possibles. Alors le contenu, vous allez voir, il est évidemment à la fois très très large et il doit être adapté à chaque entreprise. Tout d'abord, il faut rappeler le cadre légal. Pourquoi est-ce qu'on fait une charte? Parce qu'il y a un certain nombre de conséquences qui sont directement liées à l'utilisation des outils informatiques qui sont mis à disposition. Ne pas oublier de mettre des définitions. Vous allez vous retrouver avec un juge. Si vous n'avez pas défini un certain nombre de termes un peu techniques, mais le juge, il ne va même pas comprendre ce qui est marqué dans la charte. Et donc, il ne va pas pouvoir l'appliquer correctement. Donc ça, c'est une partie qu'on oublie souvent quand on rédige une charte. N'hésitez pas à définir des termes techniques qui vous paraissent importants par rapport à la suite du contenu. Évidemment, le b.a.-ba, c'est quand même l'objectif principal de la charte, c'est d'expliquer et d'indiquer très clairement quelles sont les règles d'utilisation de toutes ces ressources informatiques, encore une fois, matérielles ou pas, de définir les droits accordés aux syndicats, parce qu'il y a souvent des débats quand les syndicats sont présents dans les entreprises, pour savoir s'ils ont le droit ou pas, par exemple, d'utiliser la messagerie, les groupes de salariés, pour diffuser une information assez large. Donc là, typiquement, je cite une affaire Generali de 2009. Qu'est-ce qui s'était passé? Un délégué syndical avait envoyé à l'ensemble de la société des messages à caractère syndicaux dénigrant l'employeur et ses collaborateurs, en leur demandant, en les incitant à intenter des actions en justice et à signer une pétition contre l'employeur. Tout ça via la messagerie de l'entreprise. Vous voyez que là, il y a quand même des limites. Mais typiquement, si vous ne pensez pas à interdire ce type de communication, à partir du moment où il n'y a aucune contrainte, aucune limite à l'utilisation, vous comprenez bien que ce type de pratique pourrait tout à fait s'avérer tolérable. Donc il faut bien penser à définir les fameux droits qu'on va accorder aux syndicats ou aux instances représentatives. Il faut surtout mentionner les contrôles mis en place, surtout s'ils sont individuels. C'est-à-dire que, est-ce que vous allez vous contenter de regarder un volume global d'emails émis par l'entreprise, ou est-ce que vous allez pouvoir regarder individu par individu, messagerie par messagerie, le nombre d'emails envoyés, leur volume, la fréquence, etc., etc. Donc ça, c'est très important de mentionner les contrôles qui vont être mis en place. Et ça, c'est des petits points purement juridiques, mais évidemment, indiquer la date d'entrée en vigueur pour pas qu'il y ait de débat
s'il y a des contentieux en cours ou à partir de quand elle est applicable, etc., pour pas qu'il y ait de problème en cas de litige ultérieur, ainsi que la date de présentation aux institutions représentatives du personnel et à l'inspecteur du travail. Donc gardez à l'esprit que c'est avant tout un outil pédagogique. Bien sûr, encore une fois, vous pourrez sanctionner grâce à ça, mais avant tout, il s'agit d'expliquer aux salariés ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et là où se trouvent les risques. Tout le monde sait encore une fois que le téléchargement illégal est illégal, mais par contre, on ne peut pas toujours bien qualifier du dénigrement, de la diffamation. Vous voyez, elle est où la limite? Même les tribunaux, des fois, s'égarent un peu. Donc il faut vraiment rappeler que c'est avant tout un outil pédagogique. Interdire un certain nombre de choses qui paraissent évidentes, donc la diffamation, le dénigrement, le téléchargement, l'atteinte à l'ordre public, à la dignité humaine, ça c'est tout ce qui va être propos racistes, etc., etc. Il faut aussi rappeler aux salariés qu'il a une obligation de loyauté, c'est-à-dire qu'il n'est pas censé, par exemple, divulguer des informations confidentielles à l'extérieur via des copies sur une clé USB, via l'envoi d'emails avec des fichiers attachés, etc., etc. Donc c'est tout bête, mais là aussi, il faut bien que le salarié comprenne que cette obligation de loyauté, elle va aussi finalement s'exprimer via la partie informatique. Et il faut rappeler aux salariés que sa responsabilité personnelle peut être engagée. S'il diffame, s'il dénigre, s'il télécharge des choses illégales, clairement, il va pouvoir être poursuivi à titre personnel, et ça, les gens n'en ont pas toujours confiance. Parce qu'encore une fois, il est au bureau, il est sur son ordi professionnel, et il ne pense pas qu'il va pouvoir être atteint. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, ça va concerner le matériel, ça va concerner Internet, ça va concerner l'intranet, ça va concerner la messagerie. Toutes les ressources que vous mettrez à disposition de vos salariés, elles sont normalement dédiées à un usage professionnel. Ceci étant, il est absolument interdit d'interdire l'usage personnel. Vous ne pouvez pas interdire, mais ça c'est toujours fait, je veux dire, vous avez un enfant malade, vous prenez le téléphone, vous appelez le médecin depuis votre bureau. Alors maintenant qu'il y a les portables, encore, on peut imaginer que vous allez prendre votre portable personnel, mais vous imaginez bien qu'il y a 10 ans, clairement, on appelait, on était informé qu'il y avait un problème par exemple familial à partir de son poste téléphonique. Donc l'usage personnel des outils professionnels ne peut pas être interdit. Par contre, évidemment, il faut qu'il soit raisonnable en termes de temps, en termes d'utilisation, et il ne doit pas altérer le bon fonctionnement de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Quelqu'un qui s'amuse à envoyer une flopée d'emails avec des pièces jointes absolument énormes et qui du coup va réduire la bande passante de l'entreprise ou va altérer l'efficacité de son système informatique, là aussi c'est interdit. Ça peut l'être. Ensuite, les mesures, il faut qu'elles soient adaptées à l'entreprise et aux données confidentielles qu'il traite ou aux données qu'il traite tout court. Par exemple, vous connaissez peut-être ces systèmes de keyloggers qui sont en fait des logiciels qui vont reproduire frappe par frappe tout ce qui est tapé sur le clavier d'un individu. Typiquement, c'est totalement interdit. On peut imaginer que ça serait utilisable sur des sites extrêmement liés à la défense du territoire ou des choses comme ça. Voyez. Donc, après, il faut vraiment réussir à adapter. Donc, typiquement, ça on se dit c'est interdit. Ben non, ça pourrait être autorisé dans certains contextes extrêmement spécifiques. On parle des centrales nucléaires, on parle d'un certain nombre de choses. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Introduire des règles relatives au compte utilisateur. Par exemple, je veux des mots de passe qui ont au moins 8 caractères, de l'alphanumérique, etc., etc. Tout ça, vous pouvez l'imposer. Vous pouvez également restreindre les accès Internet, tout ce qui est réseaux sociaux, forums, encore une fois les sites pornographiques, les sites de jeux d'argent. Tout ça, il est clairement autorisé de les restreindre. Vous pouvez même restreindre, par exemple, les recherches sur les moteurs de recherche, interdire des recherches par mots. Moi, j'étais dans une entreprise où, typiquement, si je tapais CGT, on me disait que les pages étaient introuvables. Je ne pouvais pas aller chercher de l'information sur la CGT. Vous voyez, donc, où je ne pouvais pas non plus, on n'avait aucun accès aux sites de sport. Donc l'équipe, etc., tout ça c'était fermé. Donc
tout ça, vous pouvez l'interdire sans aucune difficulté. Alors là aussi, je vous ai cité une affaire Peugeot. Donc là, on retourne encore sur les sites pornographiques, etc. Donc là, 3 fichiers pornographiques et zoophiles sont quand même trouvés sur un ordinateur. Le licenciement se fait pour faute grave et il est validé par la Cour d'appel. Et en fait, la Cour de cassation va l'annuler parce qu'elle va estimer que la seule conservation des fichiers à caractère pornographique, mais sans caractère délictueux, ne constitue pas un manquement du salarié. Donc, il avait le droit, parce que ça n'était pas interdit dans la charte, il avait le droit de conserver sur son ordinateur professionnel des fichiers à caractère pornographique et zoophile, puisque ces fichiers ne constituaient pas en eux-mêmes des actes illégaux. Mais à ce moment-là, l'employeur n'a pas la possibilité du fait que la personne, pendant qu'elle consulte, ne travaille pas, ne produit pas. Exactement. Donc il y a un autre... Tout à fait, c'est là-dessus qu'il faut se baser. Vous avez tout à fait raison. Alors le problème, c'est qu'un fichier, il vous faut combien de temps pour l'enregistrer? Rien du tout. Enfin, vous voyez, après, relier, c'est différent. Là, c'est vraiment des fichiers qui étaient conservés sur ordi. Ce n'était pas des consultations de sites. Où là, effectivement, on peut mesurer combien de temps il y a passé, etc. Donc là, typiquement, ce qui est quand même assez incroyable, un retournement de situation incroyable, il a été donné raison aux salariés, puisque finalement, la conservation de ce type de fichier sur un ordinateur professionnel n'était pas illégale en soi. Vous pouvez également restreindre l'installation de nouveaux périphériques. Les clés USB, maintenant il y en a plein avec un certain nombre de sécurité plus avancées, on va dire. Vous pouvez interdire les lecteurs de musique, un certain nombre de choses. Et les nouveaux programmes. J'étais dans une société informatique. Les postes sur lesquels on a trouvé le plus de téléchargements illégaux, c'était les postes des développeurs. Parce qu'en fait, ils allaient chercher des outils de développement. Ils les téléchargeaient parce que c'était utile. Alors pour le coup, là, il n'y avait pas d'aspect personnel du tout. C'était vraiment parce que ça leur était utile dans leur tâche quotidienne pour l'entreprise. Mais c'était que des fichiers qu'ils avaient téléchargés sans aller regarder s'il fallait payer des droits ou pas, etc. Donc, et c'était les fichiers, c'était les PC où il y en avait le plus, évidemment. Donc soyez aussi très sensibles vraiment au programme même. Alors, dès lors que vous allez mettre des contrôles, il va falloir informer évidemment les salariés, parce qu'il faut qu'ils sachent, entre guillemets, à quelle sauce ils vont être mangés. Donc il faut les informer des finalités du contrôle, c'est en vue de sanction ou pas. Il faut les informer sur les informations que vous allez collecter. Est-ce que vous allez vous contenter d'informations très générales ou est-ce que vous allez regarder poste par poste combien de temps il est resté connecté à tel ou tel autre site? Il faut l'informer des destinataires des informations collectées et de la durée de conservation. Ça, c'est la CNIL. Ça, quelle que soit la donnée personnelle, vous devez les informer de ça. À moins d'être juriste, c'est quand même relativement compliqué. Donc même si vous pouvez apporter, on va dire, un document, une structure, une colonne vertébrale, il faut prendre un juriste derrière. On a même eu à travailler pour des boîtes où il y a eu des licenciements derrière avec un juriste qui fait le droit social et un qui plaide pour essayer de démonter. C'est-à-dire de voir comment l'un pouvait casser le travail de l'autre, selon la taille de l'entreprise. Là, on parlait d'entreprise de 80-100 salariés, avec un usage informatique. Donc le modèle, il est bien, mais on en trouve, mais c'est souvent très très inadapté à la PME de notre... Voilà. Donc il faut faire attention, on trouve notamment facilement celle de la Poste, mais bon, elle n'est pas du tout utilisable en l'état. Parce qu'encore une fois, vous l'avez vu tout à l'heure, un juriste, il va vous aider à vous poser les bonnes questions et à vous dire est-ce que vous avez pensé à ça, est-ce que cette situation peut se produire dans votre entreprise, quel type de données vous allez gérer, etc. etc. Donc bon, c'est vrai que voilà, un juriste en général a quand même un peu plus l'habitude, parce que vous trouvez plein de choses toutes faites, c'est comme les statuts de société, c'est comme plein de choses après. Vous faites des copier-coller un peu malheureux, puis vous vous retrouvez devant les tribunaux avec finalement quelque chose qui ne va pas tenir là. En partie informatique, on nous demande souvent la charte informatique. Notre boulot, ça va être d'aller construire cette charte et d'amener le client avec notre conseil, de faire un peu la mayonnaise pour faire prendre la sauce, d'amener le juriste, de dire au juriste j'ai ça, je connais le client, il a ça, de travailler en amont pour que le chef d'entreprise ait moins de boulot après dans la relecture, dans la mise en place.
mais il est hyper dangereux pour un prestataire ou pour de se dire si on regarde, je te donne la charte, vas-y, elle existe. Allez, Pierre, je pense que tu en parleras aussi. La charte. Voilà. C'est un métier, hein, clairement. Voilà. Je crois qu'il ne faut surtout pas se priver de ce comportement-là. Je crois que c'est hyper dangereux que, même en tant que conseil, de dire tiens, je te donne une charte. C'est déjà en tant que grand, hein. Je sais pas, tu me. Surtout, vous voyez, tout ce qui est possible et imaginable. Donc, et puis, en plus, quand même, l'imagination humaine est sans limite. Donc, les salariés, ils ont toujours des nouvelles idées, des nouveaux mécanismes qui vont en place. Il faut être raisonnable. Il faut vraiment. Dans l'usage, je veux dire, comme l'a dit Valérie, c'est souvent un juge qui ne comprend pas forcément nos affaires numériques, qui ne comprend pas tout. Donc, est-ce qu'on lui a été assez clair? Est-ce que le contrat, est-ce que c'est une sorte de contrat, est-ce qu'il est équilibré entre le salarié et l'entreprise? Est-ce qu'on a bien mis? Et un juriste qui a l'habitude de voir ou de plaider va aider à dire tu es déraisonnable, va amener un point de vue juridique à est-ce que je peux te défendre ce dossier-là ou pas, tout simplement, si je veux m'en servir demain. Parce que l'idée, c'est quand même de pouvoir s'en servir après pragmatisme. Alors, c'est bien de contrôler, après il faut établir des sanctions, évidemment, parce que souvent ça va avec. Donc, pensez à toujours respecter deux principes. Évidemment, les sanctions doivent être conformes au droit du travail et au code du travail. Il n'est pas question de licencier quelqu'un parce qu'il a envoyé 3 emails. Donc après, il faut évidemment que ce soit conforme au code du travail et il faut bien sûr respecter un principe de proportionnalité. On ne peut pas licencier quelqu'un parce qu'il a simplement pas respecté un aspect minime de la charte. Il va falloir des actes un peu plus graves pour pouvoir prononcer des sanctions qui, elles aussi, sont graves. Est-ce qu'un acte répété de manquement à des petites choses de la charte, mais répété de manière significative, peut donner lieu à... Oui, et alors, après, tout le problème, c'est de documenter, parce que, effectivement, souvent, on se dit « Oh, mais ça, c'est pas grave, on va lui dire entre 4 yeux, et puis voilà, et puis voilà. » Donc, oui, bien sûr, mais pour autant que ça a été documenté à chaque fois, et souvent, on ne le fait pas, parce que pour plein de raisons humaines en général déjà, et puis alors, donc, vous le comprenez, comme il y a encore du traitement de données personnelles, évidemment, la CNIL, elle a aussi son mot à dire. Donc, il faut absolument que vous déclariez tous les moyens de contrôle. C'est-à-dire que le fait qu'il soit mentionné dans la charte ne va pas suffire. Il faut également faire une déclaration à la CNIL. Sauf si, ça existe pour certaines grandes entreprises, il existe dans l'entreprise ce qu'on appelle un CIL, c'est-à-dire un correspondant informatique et liberté. C'est relativement rare encore, donc il faut que vous vous rappeliez surtout qu'il faut absolument déclarer ces outils de contrôle à la CNIL. Après, il y a 2 types de déclarations. Je passe très vite parce que c'est un peu technique, mais pas forcément très intéressant. Il y a la déclaration simplifiée ou la déclaration normale. Ce qu'il faut retenir, c'est dès lors que vous allez mettre au point des contrôles individualisés, il faut passer par une déclaration normale. Elle est plus lourde à remplir, il y a beaucoup plus de questions. Enfin d'ailleurs, il y a des questions, alors dans la simplifiée, il n'y a plus de questions. C'est-à-dire que dans la simplifiée, vous dites, voilà, j'ai mis en place un outil de contrôle et je suis conforme à la norme X ou Y, parce que la CNIL a un certain nombre de normes, à la norme simplifiée numéro temps. Et hop, c'est terminé. Alors que dans la normale, on va vous demander de documenter, parce que la CNIL, là, elle va opérer un vrai contrôle sur vos outils de contrôle. Si ça n'est pas fait, il y a déjà, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, la CNIL elle a un pouvoir de sanction. Donc là, vous voyez l'emprisonnement 5 ans quand même, et 300 000 € d'amende. Et surtout, parce que en général, quand on met des outils de contrôle, c'est pour sanctionner derrière. Si ces outils de contrôle n'ont pas été déclarés, vous ne pourrez pas utiliser les preuves que vous avez collectées avec ces outils de contrôle non déclarés dans le cadre d'une procédure, par exemple, de licenciement et plus globalement de sanction du salarié. Donc les preuves, elles seront rejetées par le tribunal et la cour. Ce qui fait que le licenciement, il sera sans cause réelle et sérieuse et avec toutes les conséquences que ça a en termes de réintégration ou de versement d'indemnité, etc., etc. Alors pour conclure, est-ce qu'on peut dire que la charte est un outil indispensable? Je pense que oui. Comme vous l'avez compris, elle définit des règles, elle encadre leur usage, elle va réduire, on l'espère, les abus. Elle va informer aussi, c'est très important, les salariés sur les moyens de surveillance que vous pouvez mettre en place.
Elle va aussi permettre d'assurer la sécurité et l'efficacité du réseau informatique, hein, par exemple en limitant les volumes des pièces jointes envoyées, etc., etc. Et elle va bien sûr permettre de sanctionner des éventuels abus. Mais il faut toujours bien garder à l'esprit qu'elle doit respecter le principe de proportionnalité, puisqu'encore une fois, il faut concilier deux intérêts, celui de l'entreprise et celui du salarié, et mettre en place des mesures justifiées et proportionnées. Ce n'est pas parce qu'on a une charte informatique et qu'on a dit qu'on allait sanctionner qu'on peut sanctionner tout et n'importe quoi à tous les niveaux. Donc le contrôle reste possible s'il est loyal, transparent et proportionné, et c'est finalement ce que la charte informatique vous aide à faire. Et qui est-ce qui définit la proportionnalité alors? Ah bah, si vous n'êtes pas d'accord au moment où il y a un litige, clairement ça va être le juge. Voilà. Dans une entreprise, si vous avez un salarié qui tous les matins et tous les après-midi envoie pendant une demi-heure ses mails, est-ce que c'est... je pense que à quel moment on peut dire on va faire quelque chose mais c'est clair, le curseur il est très difficile à mettre. Il faut aussi, vous l'avez vu, il y a quand même un échange au début, avant que la charte ne soit adoptée, avec les représentants du personnel. Donc typiquement, ça c'est des sujets qui peuvent être traités à ce moment-là. Mais dans les petites structures, on peut être représentant. Ça c'est vrai. Non mais voilà, après, vous allez établir une règle, vous allez en informer les salariés. Si la règle elle n'est pas complètement délirante en termes de sanctions par rapport aux faits, ça sera reconnu comme valable parce que vous aurez justement cette charte qui vous aidera à prouver que le salarié est au courant, etc., etc. Et puis en plus, elle est aussi communiquée à l'inspecteur du travail. Inutile de vous dire que l'inspecteur du travail, s'il trouve qu'il y a des choses déraisonnables, il va vous le faire savoir assez vite. Hein, donc tout ça, c'est difficile de vous dire la barre elle est à 30 minutes le matin, 30 minutes l'après-midi, c'est impossible. Hein, en plus après, est-ce que le salarié il travaille 7 heures, est-ce qu'il travaille 15 heures? Enfin vous voyez, après il y a tellement de cas particuliers que c'est impossible de définir. Mais la charte elle est justement là pour ça, elle est là pour encadrer. C'est un outil de plus, si vous voulez, qui va vous aider à valider les sanctions et du coup, ça a quand même un poids très important devant un juge. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est difficile de vous dire, il y a une fourchette, la fourchette c'est ça, parce que vous l'avez vu, il y a des cas complètement incroyables dans la jurisprudence. Donc à chaque fois, ça va être jugé sur l'affaire et il n'y a pas de règle qui se dégage en disant c'est 30 minutes perso et le reste, il n'y a pas de règle comme ça. Et puis si c'est, je prends un exemple tout bête, mais si c'est une hôtesse de caisse ou d'accueil qui attend les personnes viennent, on va lui reprocher d'avoir passé une demi-heure et qu'à la personne, ça va être difficile de lui dire qu'elle s'occupe. Voilà, si on lui a pas confié d'autres missions. Oui, voilà, vous voyez, c'est vraiment, à chaque fois c'est un cas d'espèce. On ne peut pas établir une règle. Est-ce que vous aviez d'autres questions? J'ai terminé. Sachant qu'on peut de toute façon en reparler tout à l'heure pendant le coordinateur. Quels sont ceux d'entre vous d'ailleurs qui ont déjà une charte informatique ou pas? J'aurais posé la question. C'est un sujet à... Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que vous aviez prévu de la remettre éventuellement à ceux qui se bien sûr. Donc n'hésitez pas à en faire la demande, aussi bien pour la présentation de Valérie que pour... Tous ceux qui m'ont émargé, que je sais, ceux qui l'ont pas fait.